Bienvenue à tous et à toutes, et tout particulièrement aux élèves des classes de 5e 1 et de 5e 2 du collège Charlotte Delbos de Tronget pour cette séance inaugurale de la nouvelle séquence de géographie, la séquence 3, intitulée Nourrir l'humanité, et qui va porter sur les enjeux liés à l'alimentation, à la capacité ou non de la planète de nourrir ses habitants correctement. Et donc la problématique qui va servir de fil rouge à l'ensemble de notre séquence est la suivante. Comment mieux nourrir l'humanité avec un grand H, dont les besoins alimentaires sont en constante augmentation. En effet, nous l'avons vu lors de la toute première séquence de l'année, et j'espère que vous ferez le lien, nous avons vu que la population de la planète avait considérablement augmenté au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Il y avait une véritable explosion démographique. Regardez le graphique que vous avez sous les yeux. En 1960, la population de la planète était estimée à 3 milliards d'habitants. En 2015, c'est plus du double, avec peut-être une pointe à 9 milliards à la fin du siècle. Là, tous les spécialistes démographes ne sont pas d'accord, mais néanmoins, la population a très fortement augmenté, et tout l'enjeu est de savoir si la planète Terre est capable de nourrir de plus en plus de bouches à nourrir, de plus en plus d'habitants. Et on a une première indication avec la production de céréales. Alors évidemment, l'alimentation humaine ne se limite pas uniquement aux céréales, mais je vous rappelle que néanmoins, depuis que l'homme existe, les céréales, y compris le riz, qui est une céréale un peu particulière, mais qui est une céréale quand même, eh bien la céréale est la base de l'alimentation humaine, et comme vous pouvez le voir, la production de céréales, la production agricole a fortement augmenté. Elle a été multipliée pratiquement par 3, et c'est une bonne chose parce que ça veut dire que pour l'instant la production de céréales, la production céréalière suit la cadence imposée par l'augmentation de la population, par la croissance démographique de la planète. Toute la question, c'est de savoir si ça va pouvoir durer encore longtemps. Donc, comment mieux nourrir une humanité dont les besoins alimentaires sont en constante augmentation? Et oui, j'ai fait les calculs pour vous. En 30 ans, la population entre 1960 et 1990 a été multipliée par 1,75, presque doublé. Et les stocks de céréales, eux, ont été multipliés par 2,23. Donc là, pas de souci. La production agricole augmente plus que la population. On n'a pas à craindre de famine comme au Moyen-Âge. Pensez à la séquence d'histoire qu'on vient de voir. Sur la deuxième période, qui est un peu plus courte, d'un quart de siècle, 25 ans, eh bien, vous voyez que on produit toujours plus de céréales, mais cette fois-ci, pas davantage que n'augmente la population. Donc, il ne faudrait pas que la production agricole n'arrive plus à suivre la cadence imposée par la croissance démographique. Tout l'enjeu est là. Alors vous avez maintenant l'habitude en géographie, en classe de 5e, quand on commence une séquence, on commence toujours par mettre en place une sorte de fiche méthodologique. Et là, cette fiche méthodologique va porter sur les inégalités mondiales face à l'alimentation. Et oui, lors de la séquence précédente, nous avions parlé des inégalités sociales, économiques, entre les riches et les pauvres. Eh bien, ces inégalités de richesse et de pauvreté vont se retrouver logiquement, hélas, dans le domaine de l'alimentation. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et pour constater les inégalités mondiales face à l'alimentation, eh bien en fait, il y a un exercice tout simple à faire. C'est celui qui consiste à comparer deux photographies.
pour nous permettre d'avoir une première approche des inégalités mondiales face à l'alimentation. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte très facilement que tout le monde ne mange pas la même chose déjà, mais tout le monde ne mange pas selon les mêmes quantités, tout le monde n'a pas accès à une alimentation de même qualité, et c'est bien là que résident les inégalités mondiales, avec des conséquences évidemment sur la santé, sur la croissance physique, musculaire des différentes personnes qui composent notre planète. Alors, j'ai puisé dans le travail, ben oui, j'ai une âme de pirate, hein, je me nourris du travail des autres. Je me suis inspiré du travail d'un photographe, d'un artiste américain qui s'appelle Peter Menzel. Et ce Peter Menzel a une drôle d'idée, mais c'est une très bonne idée pour tous les profs de géo de 5e qui ont l'alimentation à traiter à leur programme. C'est l'idée d'aller photographier ce que mangent les gens dans leur cuisine. Donc il a fait une sorte de tour du monde, aidé par son épouse, et ils ont parcouru le globe pour observer le rapport des hommes à la nourriture. Alors, je ne vous ai pas proposé évidemment des photos du monde entier. J'ai pris 2 photos qui me paraissent assez symptomatiques de 2 sortes d'alimentation, de 2 rapports à la nourriture à travers le monde. Je vous ai mis à gauche une première photographie prise quelque part aux États-Unis, donc en Amérique du Nord. Donc je vous le rappelle, dans un territoire considéré comme riche, à fort IDH, à fort PIB, hein, si ça vous rappelle quelque chose. Donc vous avez une famille américaine et son alimentation. Et puis, pour faire contrepoids, à droite, vous avez une autre photographie. Cette fois-ci, c'est une famille africaine au Mali, un pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, à faible IDH, à faible PIB par habitant. Et donc, l'idée, c'est de comparer les 2 photographies. Donc, je vous invite à me mettre sur pause, à prendre le temps de comparer les 2 photographies, parce que ça vous sera très utile pour faire l'exercice qui va suivre. Alors en fait, l'exercice n'est pas très difficile à comprendre, hein. Il va falloir rendre à César ce qui appartient à César. Autrement dit, parmi les petites bulles de l'exercice, quelles sont celles qui correspondent à la famille américaine et à son alimentation? Il faudra les colorier en vert. Quelles sont celles au contraire qui correspondent à la famille africaine et à son alimentation? Il faudra les colorier en rouge. Sachant que là, c'est pas comme dans certains cas, ça ne peut pas être et vert et rouge, ça sera forcément vert ou rouge. Alors, il n'y a pas une grande difficulté à faire cet exercice à partir du moment où vous avez la photographie, les photographies plutôt sous les yeux. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que bon, la seule complexité, c'est que j'ai mis vraiment beaucoup de bulles, puisque vous avez 3 colonnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous avez 24 bulles, c'est-à-dire 12 bulles à mettre en vert, 12 bulles à mettre en rouge. C'est-à-dire que chaque bulle possède son contraire dans l'exercice. Donc par exemple, à une famille de 4 personnes, dont 2 adultes, ça c'est la première bulle en haut à gauche, va correspondre une bulle contraire et qui correspondra à l'autre famille. Donc tâchez de trouver les binômes, les couples, et ça vous aidera à ne pas vous tromper. Donc je vous invite à me mettre sur pause, à retourner aux 2 photographies initiales, à mettre des points de couleur dans vos différentes bulles. Ne coloriez pas tout, parce qu'au cas où vous tromperiez, ben, ma foi, ça serait plus compliqué de corriger. Voilà, faites un bon exercice et à tout à l'heure. La famille de 4 personnes, dont 2 adultes, eh bien, ça correspond à la famille américaine, hein.
celle des États-Unis, et le contraire, il faut aller le chercher à la fin de la deuxième ligne, avec une famille de 15 personnes, oui, j'ai pris le temps de bien les compter, réparties, il est vrai, sur 3 générations, c'est-à-dire des grands-parents ou petits-enfants. Alors déjà, les enjeux vont pas être les mêmes pour les deux familles, hein, parce que c'est quand même pas aussi simple de nourrir 15 personnes, vous en rendez bien compte, que d'en nourrir 4. D'autant que les 4 personnes, dont 2 adultes, autrement dit les Américains, bah, c'est plutôt une population de riches, alors que les 15 personnes réparties sur 3 générations bah, font partie d'une population pauvre. Alors à l'évidence, même si vous et moi ne sommes pas des nutritionnistes patentés, diplômés, il est évident que les Américains vont avoir accès à une nourriture plutôt industrielle, hein, sortie des usines de l'agroalimentaire, hein, c'est-à-dire une nourriture transformée, cuisinée en usine, hein, éventuellement surgelée. Alors que les Africains, les Maliens, là, vont devoir se contenter de produits agricoles bruts, hein, non transformés, tout droit sortis de leur jardin. Eh bien, tout simplement parce que, mis à part quelques petites épiceries de villages ou de quartiers dans les grandes villes, il n'y a pas véritablement, en Afrique noire, dans l'Afrique pauvre, il n'y a pas véritablement les hyper ou les supermarchés que l'on rencontre un peu partout en Europe, en Amérique du Nord, parce que les grands groupes comme Carrefour, Leclerc, pour ne citer que les grands groupes français, n'ont aucun intérêt à aller s'installer chez des pauvres qui n'ont pas les moyens de consommer et donc de dépenser de l'argent. Donc du coup, les Africains eh bien, mangent ce qu'ils cultivent dans leur jardin. Un peu comme les paysans du Moyen Âge, si vous voulez, pour faire un clin d'œil à la séquence d'histoire que nous venons d'étudier. Alors que les Américains, eux, bon, surtout s'ils habitent en plein cœur de New York, hein, par exemple, ou de Chicago, des grandes villes américaines, et qu'ils n'ont pas accès à un jardin, eh ben, eux, ils vont se procurer de la nourriture achetée en supermarché, en hypermarché, ou éventuellement dans des épiceries de quartier, mais ils vont consommer des produits qu'ils n'ont pas eux-mêmes cultivés, ou élevés, dans le cas de la viande animale. Les budgets, à l'évidence, ne seront pas les mêmes, les budgets consacrés à l'alimentation. Et il est clair qu'à ce petit jeu-là, les plus riches, c'est-à-dire les Américains, vont être ceux qui vont consommer le plus. Parce que même si le photographe n'a pas mis le ticket de caisse des courses de la semaine sous les yeux des spectateurs que nous sommes, il est bien évident que les 260 €, c'est pour les courses de la famille américaine. Alors que pour la semaine, les Africains, comme ils achètent finalement très peu de choses, vont se contenter d'un budget bien plus modeste, d'une petite vingtaine d'euros au grand maximum. Oui, j'oubliais tout à l'heure de préciser quand j'ai fait la présentation des photos, et c'est un détail important, que ce qui est photographié, c'est l'équivalent d'une semaine d'alimentation pour la famille. Alors, c'est clair que pour une semaine, la famille africaine se contente de peu, et essentiellement d'ailleurs de plats à base de riz, hein. Le riz a l'avantage, un peu comme les pâtes d'ailleurs, qu'on peut les assaisonner, les cuisiner avec des recettes diverses et variées. Je vous rappelle que le riz est une céréale. Alors que l'alimentation de la famille américaine va être beaucoup plus diversifiée, même si la pizza surgelée, par exemple, va être un plat incontournable parce que simple à préparer, il suffit de la réchauffer au micro-ondes, parce que c'est un plat qui plaît à tout le monde, un plat simple qui plaît à tout le monde, notamment aux enfants, voilà, bon.
Vous aurez noté, parce que c'est assez spectaculaire, hein, que les Africains cuisinent dehors, tout simplement parce que dans leur maison, leur case, je ne sais pas trop comment l'appeler, leur habitation, eh bien, il n'y a pas forcément d'espace dédié à la cuisine, hein, parce qu'en fait, leur habitation se résume en général à une ou deux chambres, et donc la cuisine se fait dehors. Il n'y a pas d'espace véritablement dédié à la cuisine, hein, donc c'est de la cuisine d'ailleurs au feu de bois, ce qui explique au passage pourquoi les Africains sont responsables eux aussi, comme les autres d'ailleurs, du réchauffement climatique et de l'émission de gaz à effet de serre. Alors c'est pas à cause des rejets de la pollution industrielle venue d'Afrique, mais tout simplement parce que les Africains sont très pauvres et donc pour la plupart cuisinent au feu de bois plutôt qu'à l'électricité et au gaz, et que le feu de bois, ça n'a pas l'air comme ça, mais ça contribue fortement aux émissions de CO2, donc aux gaz d'effet de serre. Les Américains, eux, par contre, eux, évidemment, ils ont une pièce dédiée à la cuisine, et vous le savez, vous l'avez certainement remarqué, la cuisine a de plus en plus tendance à devenir un espace de vie, et même à devenir l'espace central d'une maison. C'est dire l'importance de l'alimentation finalement dans nos sociétés riches. Mis à part quand on réchauffe une pizza au micro-ondes, l'eau est absolument indispensable pour la cuisine. Alors là, l'inégalité, elle est vraiment perceptible. Parce que quand vous avez la chance d'avoir accès à un réseau d'eau, un acheminement de l'eau qui est sécurisé, avec de l'eau potable, avec de l'eau qui est traitée, eh bien, vous allez pouvoir la consommer sans craindre pour votre santé. C'est le cas de la population américaine, hein, la famille américaine. Par contre, évidemment, quand vous allez tirer l'eau du puits, ou pire encore, quand vous allez tirer l'eau d'une mare dans laquelle vous faites la lessive, dans laquelle les animaux vont boire, les animaux de basse-cour ou les animaux sauvages vont boire, enfin bref, quand l'eau n'est pas traitée, quand l'eau n'est pas nécessairement saine, mais que vous l'utilisez parce que vous n'avez pas le choix, que vous allez la boire d'ailleurs, et bien évidemment vous mettez très clairement en jeu votre santé. Alors on l'a vu tout à l'heure, l'alimentation plutôt variée, mais trop riche, c'est pour les Américains. Par contre, évidemment, l'alimentation pauvre et pas assez diversifiée, elle est pour les Africains. C'est-à-dire que les Africains, ils ont la double peine, sont condamnés à manger à peu près toujours la même chose, dans des quantités qui ne sont pas toujours suffisantes, mais en plus, à manger toujours la même chose, outre le fait qu'on se lasse, il y a le fait que toutes les vitamines ne sont pas présentes dans tous les aliments, et donc votre alimentation n'est pas assez riche et diversifiée pour vous permettre d'être dans la meilleure santé possible. En conséquence, et c'est un mot qu'il faut connaître si ça n'est pas encore le cas, vous risquez, avec une alimentation pauvre et pas assez diversifiée, vous risquez de subir des carences alimentaires graves qui peuvent vous poser de gros problèmes de santé quand vous êtes adulte, mais qui peuvent aussi vous entraîner des problèmes importants de croissance quand vous êtes enfant. Par exemple, pour prendre un exemple historique qui me vient à l'esprit, les enfants français qui sont nés et qui ont passé les premières années de leur vie pendant la Seconde Guerre mondiale entre 1940 et 1945 sont des enfants qui ont connu la faim, et on sait qu'il leur a manqué à l'adolescence 10 cm de taille par rapport à la taille qu'ils auraient dû avoir s'ils avaient eu une alimentation convenable.
Et donc, c'est valable pour toutes les époques, c'est valable pour tous les peuples sur tous les continents de la planète. Quand vous ne mangez pas à votre faim, quand l'alimentation n'est pas suffisamment riche, ce qui fait deux choses différentes, mais qui s'associent, eh bien, vous avez des carences alimentaires qui peuvent être graves. Ça n'est pas le cas de la famille américaine, sauf elle peut souffrir, on reviendra là-dessus tout à l'heure, de risques liés à une alimentation finalement trop riche, trop grasse, ce qu'on peut appeler la malbouffe. C'est des risques renforcés de maladies cardiovasculaires. Vous avez des gens qui meurent d'avoir mangé une alimentation trop riche, trop régulièrement au cours de leur vie. Et qui voient leur espérance de vie, du coup, s'effondrer. Alors on en arrive à la conclusion, qui est celle de la question et de l'enjeu de la sécurité alimentaire ou au contraire de l'insécurité alimentaire. Alors ça, c'est une notion qu'il faut bien connaître parce que ça va être un peu le fil rouge de notre séquence. Je ne pense pas que ça soit très difficile de comprendre de quoi il s'agit. Quand vous êtes en sécurité alimentaire, ça veut dire que vous mangez à votre faim et que vous mangez une alimentation qui va vous permettre de vivre convenablement. Donc qui n'est pas mauvaise pour votre santé. Ça, c'est la sécurité alimentaire. Quand vous ne mangez pas à votre faim, que vous développez des carences ou qu'au contraire, vous risquez tout simplement de mourir de faim, là vous êtes dans une situation d'insécurité alimentaire et c'est le cas bien entendu de la famille africaine. Je refais un parallèle avec la séquence d'histoire que nous avons vue récemment, les campagnes de l'Occident médiéval. Il est clair que les habitants des campagnes au Moyen-Âge étaient en permanence en insécurité alimentaire, puisqu'il suffisait d'une mauvaise récolte pour qu'une disette ou qu'une famine se déclenche. Eh bien, aujourd'hui, dans le monde, vous avez des gens qui sont en insécurité alimentaire, et notre travail consistera à déterminer qui et où, puisque nous sommes en géo. Voici le corrigé de l'exercice intégralement présenté sur la diapo. Donc, bon, si vous avez moins de 3 erreurs, on va dire, c'est bien, c'est très bien. Au-delà, bon, c'est que vous n'avez peut-être pas suffisamment observé la photographie, les photographies. Donc, vous l'aurez compris, c'était un peu le but de cette séance. Il existe différentes situations à l'échelle de la planète, des situations d'inégalité flagrantes, perceptibles à travers ces deux photographies, puisque encore une fois, vous avez des gens qui mangent à leur faim, d'autres pour lesquels c'est pas sûr. Donc il y a la question de la sécurité ou de l'insécurité alimentaire. Après se pose une autre question, c'est non plus la quantité de nourriture, mais la qualité de la nourriture absorbée. Et là se pose donc la question des carences alimentaires pour ceux qui ne mangent pas des aliments suffisamment riches, mais il peut aussi se poser la question des maladies liées à une alimentation trop riche et pour le coup mauvaise pour la santé. Et je voudrais terminer cette séance inaugurale de la séquence Nourrir l'humanité par cette petite parenthèse cinématographique Super Size Me, un film qu'on peut traduire en français, qui a été traduit d'ailleurs en français par Malbouffe à l'américaine, enfin ça c'est au Québec. C'est un film, donc c'est un documentaire pour être précis, hein, c'est pas un film de fiction. Hélas, il aurait été préférable que ce soit un film de fiction. C'est un documentaire qui a été réalisé par une sorte d'homme orchestre, puisqu'il l'a joué, il l'a mis en scène, il l'a écrit, il l'a réalisé. Il s'appelle Morgan Spurlock. Alors en fait, le pitch du film, vous l'avez à la droite de l'affiche, hein, on va le lire ensemble. Le film présente ce dernier, c'est-à-dire Morgan Spurlock, se nourrissant exclusivement chez McDonald's pendant un mois à raison de 3 repas par jour. Donc petit déjeuner, dîner.
Il prend ainsi plus de 11 kg et se découvre des problèmes de foie, au point d'ailleurs que le médecin qui le suit régulièrement au cours de cette expérience l'oblige à mettre un terme au film, puisqu'en fait Morgan Spurlock avait l'intention de filmer plus longtemps encore son expérience, mais le médecin lui fait clairement comprendre que s'il continue à ne se nourrir que chez McDo, eh bien, il met carrément sa vie en danger. Pas uniquement sa santé, pas uniquement son foie, c'est carrément sa vie qu'il met en danger. Le film a pour but de dénoncer les effets néfastes de la restauration rapide, hein, ce qu'on appelle toujours le fast food. Et un des mots MAUX, une des conséquences les plus dramatiques de la malbouffe, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui le junk food, hein, c'est-à-dire tout ce qui est à base d'hamburgers, de frites, les nuggets de poulet, de tout ce que vous voulez, c'est-à-dire cette nourriture industrielle. Et l'un des effets les plus spectaculaires et les plus nocifs pour la santé, c'est l'obésité. Alors le titre se traduit donc littéralement par grossissez-moi ou surdimensionnez-moi. Donc il s'agit d'un jeu de mots avec le nom commercial Super Size qui désigne la version géante des menus de la chaîne McDonald's. Alors c'est des menus qui n'existent pas en France, hein. Nous en France on s'arrête au Big Mac. Mais il faut savoir qu'effectivement aux États-Unis tout est surdimensionné. Les barres chocolatées de Mars sont 3 à 4 fois plus grosses. Que jusqu'à il y a peu, jusqu'à ce que le maire de New York les interdise, les coca se vendaient littéralement au litre, c'est-à-dire que quand vous commandiez un verre de coca, eh ben, on vous donnait un verre d'1 litre, si on peut encore appeler ça un verre. Donc vous voyez, c'est aussi aux États-Unis qu'on a inventé ce concept alimentaire assez bizarre du Eat all what you can, c'est-à-dire qu'en fait, ça se fait un petit peu, notamment à Moulins, chez certains chinois, restaurateurs chinois, c'est-à-dire que c'est la formule buffet, vous payez une somme forfaitaire, vous payez une somme unique, et ensuite, eh bien, vous mangez tout ce que vous voulez. Et donc, ça vous pousse à manger plus que de raison, ça vous pousse à manger plus que votre corps a besoin d'emmagasiner comme calories, parce que vous dites zut, j'ai payé, alors autant en avoir pour mon argent. Et donc ce genre de comportement vous pousse, j'allais dire presque malgré vous, à surconsommer. Et là je vous renvoie au cours de Madame Brassamin qui vous expliquera qu'une alimentation trop riche en calories, ça a des effets très 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 mauvais pour la santé. Ce documentaire a été diffusé dans plus de 30 pays, a rapporté beaucoup de dollars de recettes, et c'est tant mieux parce que je crois bien savoir que McDo et d'autres professionnels de la malbouffe ont attaqué le réalisateur en justice, parce que vous comprenez que comme publicité, il y a mieux. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que la séance vous a intéressé et la prochaine fois, nous nous plongerons dans les enjeux alimentaires du Brésil. Bonne journée.